Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui va nous permettre de réaliser le bilan successoral de Baptiste et Sophie sous un point de vue ici fiscal. Donc pour réaliser ce bilan successoral, nous allons dérouler ensemble 3 grandes étapes. La première étape, ça va être de faire un état de leur situation actuelle, à savoir déjà reprendre les éléments qui nous permettront dans un second temps d'analyser cette situation. Donc ici, ce qui va nous intéresser dans la situation actuelle, ça va être la situation familiale, donc maritale, les enfants, les dispositions éventuellement déjà prises qui vont impacter leur succession, mais aussi leur situation évidemment patrimoniale, c'est-à-dire la composition de leur patrimoine, la valorisation de chaque bien, le mode de détention de chaque bien et définir également dans le couple qui est propriétaire de quoi. On fera ici aussi un zoom sur leur contrat d'assurance vie, parce que, comme vous le savez, les contrats d'assurance vie sont traités hors succession et ils bénéficient, en cas de dénouement par décès, d'une fiscalité qui leur est propre. Tous ces éléments vont nous permettre d'établir donc un constat, donc d'analyser leur situation successorale. Qu'est-ce qui va se passer si l'un des 2 parents venait à décéder? Ici, on prendra uniquement l'hypothèse du décès du père en premier. Voilà, c'est les statistiques qui parlent. En général, les hommes ont une espérance de vie un peu moins forte que les femmes. Il fallait faire un choix, donc on va prendre cette hypothèse-là. L'idée, en fait, c'est pas de vous noyer dans les chiffres en envisageant également le prédécès de la mère et de voir ce qui en découle, mais juste de vous éclairer sur le fonctionnement d'une analyse successorale. En deuxième étape, on va ici voir, à titre d'exemple, 2 pistes de réflexion qui pourront leur permettre de réduire leurs droits de succession. Donc ici, on aura vraiment un objectif lié à l'amorce de la transmission au profit des enfants, tout en réduisant les droits de succession. Et enfin, on fera un bilan fiscal de l'intérêt d'avoir mis en place ces solutions. Donc on va illustrer un petit peu avant-après, voilà, au niveau de la fiscalité, finalement, nos préconisations, dans quelle mesure est-ce qu'elles vont jouer sur ce point-là. Donc nous retrouvons ici Baptiste et Sophie, donc qui sont les parents de Joanne, Karl et Dali, que vous connaissez bien maintenant. Les parents ont chacun 65 ans. Ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Et ici, l'hypothèse retenue, c'est qu'ils n'ont pour l'instant pas préparé la transmission de leur patrimoine. Ils n'ont rien fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas réalisé de donation, ils n'ont pas rédigé de testament, ils n'ont pas non plus prévu d'avantages matrimoniaux ou de donations au dernier vivant pour protéger leur conjoint. Si on reprend donc maintenant leur patrimoine actuel, donc vous le voyez à l'écran dans ce tableau, il est composé des éléments suivants. Donc à droite, on a les biens qui font partie de la communauté, c'est-à-dire leur résidence principale, donc qui vaut 500 000 € et qu'ils détiennent en pleine propriété. Bon, de façon générale, ils détiennent tous leurs biens en pleine propriété. Ils ont aussi en bien commun la résidence secondaire, une résidence familiale, qui vaut 300 000 €. Ils ont un appartement à La Rochelle qui, lui, est un appartement locatif, mais bon, ici, les revenus et charges ne nous intéressent pas pour le bilan successoral, en tout cas, pas sous le prisme de la fiscalité. Donc, mais c'est un appartement locatif, en tout cas à La Rochelle, qui est valorisé 150 000 € lors de la succession. Ils ont aussi en commun des liquidités pour 20 000 €. Par ailleurs, donc pour ce qui est des biens propres, chacun, donc Baptiste et Sophie, ont chacun leur assurance vie, qui, donc par hypothèse, est un bien propre parce que alimenté avec des fonds propres. Donc madame, elle a aussi en bien propre des parts de SCPI pour 50 000 €. Et enfin, monsieur, il a également des liquidités propres à hauteur de 300 000 €. Ces liquidités, il les a héritées de son père qui vient de décéder. Vous le savez, dans le régime de la communauté réduite aux acquets, les biens hérités, donc en l'occurrence les liquidités de 300 000 € ici, eh bien, les biens qui sont hérités même en cours de mariage sont des biens propres de l'héritier. C'est une exception au principe de communauté. On va maintenant faire un petit focus sur les contrats d'assurance vie, car plusieurs éléments vont déterminer qui recevra les capitaux décès, donc issus de ces contrats d'assurance vie, et le régime fiscal également de l'assurance vie. Vous savez que selon plusieurs critères, le régime fiscal peut changer. Donc ici, Sophie et Baptiste, donc les parents, ont chacun un contrat d'assurance vie,
et leurs 2 contrats ont été souscrits et alimentés avant leurs 70 ans. Donc ici, on va être soumis à l'article 990I du Code général des impôts pour ce qui est de la fiscalité. Les clauses bénéficiaires, elles sont standards, c'est-à-dire mon conjoint, à défaut mes enfants. Imaginons ici que le père décède donc en premier. On va voir qui reçoit quoi, qui est héritier du père, et la fiscalité qui sera due par les héritiers au décès du père. Et ensuite, on verra aussi ce qui se passera au décès ultérieur de leur mère. Mais déjà, au décès du père, qui reçoit quoi ? Vous le savez, si Baptiste, le père, décède et en l'absence de donation au dernier vivant ou de testament, dans la mesure où il est marié et avec sa femme où ils ont des enfants communs, les héritiers du père seront les 3 enfants, ainsi que le conjoint survivant, c'est-à-dire Sophie. Ici, Sophie, donc l'épouse, elle pourra opter soit pour 100% en usufruit de l'actif successoral, soit pour un quart en pleine propriété. Si elle opte pour 100% en usufruit, les enfants, eux, seront héritiers par parts égales de 100% de la nue propriété des biens du père. Si elle opte, en revanche, pour un quart en pleine propriété de la succession, eh bien, les enfants auront donc les 3 quarts restants en pleine propriété, et comme ils sont 3, eh bien, ils auront un quart chacun. Lorsque, ultérieurement, maintenant, Sophie, donc la mère, décédera, eh bien, ses seuls héritiers, ce seront ses enfants, puisqu'elle n'aura plus de conjoint, puisque le père est déjà prédécédé, et les enfants, ils vont se répartir 100% de son patrimoine, du patrimoine de la mère, par parts égales. On va maintenant chiffrer concrètement l'héritage de chacun et la fiscalité qui s'applique selon que Sophie opte pour 100% usufruit ou un quart en pleine propriété au décès de son époux. Donc ici, déjà, le père décède en premier. Son actif successoral, il s'élève à 785 000 €. Il est composé de la moitié des biens communs et de ses biens propres, des biens qui lui appartiennent. À l'exception donc de son contrat d'assurance vie, puisque le contrat d'assurance vie n'entre pas dans la succession. Il est traité à part, on le verra juste après. Dans l'hypothèse où Sophie opte pour 100% usufruit, compte tenu de son âge, l'usufruit s'évaluera à 40% de l'actif successoral, puisqu'elle a 65 ans, donc l'usufruit est évalué en fonction de l'âge de l'usufruitier, et donc ici c'est 40% de l'actif successoral, soit 314 000 €. En tant que conjoint, elle est exonérée de droits de succession. Les enfants, quant à eux, ils vont recevoir chacun un tiers de la nue propriété, qui sera valorisée pour chacun d'eux à 157 000 €. Donc c'est 60% en gros de la pleine propriété, qui représente la nue propriété, et qu'on divise par 3. Et là-dessus, ils paieront chacun des droits de succession à hauteur de 7 594 €, soit au total 22 782 € de droits de succession. Pour ce qui est de l'assurance vie, le contrat d'assurance vie de Baptiste est transmis à son épouse, Sophie, en vertu de la clause bénéficiaire qu'on a vue précédemment. Elle reçoit donc des capitaux d'essai pour un montant de 200 000 € en franchise d'impôt, puisque en tant que conjoint survivante, elle est toujours exonérée d'impôt lors d'une succession. Maintenant, on va voir donc lorsque Sophie, ultérieurement, va décéder. Alors, son actif successoral, déjà, il sera de 735 000 €. Il est composé de ses biens propres à elle, de la moitié des biens communs qu'elle avait récupérés au décès de son époux, et vont s'y ajouter les capitaux d'essai qu'elle a reçus pour 200 000 € au décès de son époux. L'usufruit dont elle a hérité au décès de son époux va rejoindre automatiquement la nue propriété, donc ici il n'apparaît pas. Son actif successoral, il est réparti, on l'a vu, entre ses 3 enfants par parts égales, puisqu'elle n'a pas rédigé de testament, elle n'a pas exprimé de volonté à son décès, c'est donc les héritiers légaux. Chacun reçoit donc un tiers de 735 000 €, soit 245 000 €, et devra payer des droits de succession d'un montant de 27 194 €. Au total, donc sur ce second décès, du décès de la mère, on aura des droits de succession qui s'élèvent à 81 582 €. Pour ce qui est maintenant de son contrat d'assurance vie valorisé 100 000 € à son décès, il se dénoue
Et dans la mesure où le conjoint est prédécédé, eh bien, ça va être les héritiers de second rang qui vont hériter, c'est-à-dire les enfants par parts égales. Donc 100 000 euros divisé par 3, chacun recevra 33 333 euros. Et puisque donc on est soumis à l'article 990I du Code général des impôts, c'est-à-dire la fiscalité qui concerne les primes qui ont été versées avant les 70 ans de l'assuré, eh bien chaque bénéficiaire bénéficie d'un abattement de 152 500 euros. Donc ici, ils reçoivent chacun 33 000 euros, un peu plus, et donc on voit bien qu'ils ne dépassent pas cet abattement, donc ils sont tous exonérés de fiscalité et de taxes sur ces capitaux décès. Au total, sur les 2 décès, donc successifs de leurs parents, les enfants ont à payer des impôts pour 104 365 euros. Reprenons maintenant le même ordre des décès. Donc le père décède en premier, mais imaginons maintenant que Sophie, donc le conjoint survivant, opte pour un quart en pleine propriété de la succession de son époux. Eh bien, la mère donc reçoit un quart de 785 000 euros, c'est-à-dire 196 250 euros en franchise d'impôt, puisqu'en tant que conjoint survivant, donc elle est exonérée. Chacun des enfants reçoit également 196 250 euros et devra s'acquitter de droits de succession à hauteur de 14 944 euros. Au total, donc, les 3 enfants seront redevables de droits de succession pour un montant de 44 832 euros au décès de leur père. Pour ce qui est du contrat d'assurance vie donc du père, rien ne change. Sophie, donc l'épouse, reçoit les 200 000 euros nets. Pour ce qui est du décès de la mère maintenant, donc l'actif successoral de leur mère au second décès, il a un peu évolué. Il s'élève à 931 250 euros. Il est composé, donc ça c'est pour le même cas que si elle avait opté en usufruit, des biens propres, de la moitié des biens communs qu'elle a récupérés au décès de son époux, des capitaux décès pour 200 000 euros qu'elle a reçus, et là on ajoute en fait le quart qu'elle a reçu en pleine propriété au décès de Baptiste, de son époux, puisqu'elle a opté pour un quart en pleine propriété. Donc là, ça va bien intégrer son actif successoral taxable. Chaque enfant reçoit un tiers donc, de cet actif successoral, c'est-à-dire 310 417 euros, et devra payer des droits de succession à hauteur de 40 278 euros. Au total, donc, les enfants devront payer des droits de succession pour un montant de 120 834 euros. Pour ce qui est de l'assurance vie, là, rien ne change non plus. Les enfants sont bénéficiaires en tant que de second rang, puisque le conjoint est prédécédé, et donc ils vont recevoir par parts égales les capitaux décès, c'est-à-dire 33 000 et des poussières euros chacun, sans impôt, puisque l'abattement de 152 500 euros est supérieur au montant qu'ils reçoivent. Au total ici, l'imposition sur les 2 décès s'élève à 165 665 euros. Donc on voit bien ici que la fiscalité va être plus importante, enfin les droits de succession seront plus importants que si le conjoint avait opté pour 100% usufruit, notamment car on n'a pas de démembrement et donc la valeur taxable ici, elle va être uniquement en pleine propriété. C'est une des raisons. Ici maintenant, à titre d'exemple, on va leur proposer 2 préconisations pour réduire les droits de succession. Évidemment, ce n'est ici que pour illustrer l'impact sur les droits de succession et en réalité, la préconisation va dépendre d'autres considérations patrimoniales que peuvent avoir les clients. S'ils vous disent qu'ils veulent absolument protéger leur conjoint, il est évident qu'il ne va pas falloir mettre en place les mêmes choses. Donc ici, c'est vraiment purement fiscal comme intérêt. Enfin, en tout cas, il y a d'autres intérêts, mais on va l'axer sous l'angle fiscal. La première préconisation qu'on pourrait leur faire, c'est déjà de changer les clauses bénéficiaires. En effet, l'assurance vie, elle permet de réduire les droits de succession, puisqu'ici, les capitaux décès transmis aux enfants seront soumis donc à l'article 990I du Code général des impôts. Ça veut dire concrètement que chaque enfant, en plus de son abattement successoral de 100 000 euros, bénéficie d'un abattement de 152 500 euros. Donc Baptiste et Sophie pourraient désigner bénéficiaires les 3 enfants par parts égales plutôt que le conjoint. Donc, en gros, plutôt que de les attribuer au conjoint, qui lui les transmettra aux enfants ultérieurement
et donc les enfants seront taxés là-dessus, puis si c'est pas réinvesti en assurance vie, ils seront taxés aux droits de succession. Eh bien, transmettre directement aux enfants, ça permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse plutôt que des droits de succession. En deuxième préconisation, Baptiste et Sophie pourraient envisager de donner en démembrement de propriété un de leurs biens immobiliers. Ici, on va retenir l'hypothèse où ils choisissent de donner la résidence secondaire. Voilà, c'est une maison familiale à laquelle les enfants tiennent, et donc ils se disent que commencer à leur transmettre en nue propriété, ça a du sens. Comme ils en profitent quand même de cette maison, ils conservent l'usufruit, et donc ça leur permettra de continuer à y aller et à bénéficier de la jouissance de ce bien. Donner dès aujourd'hui, en démembrement, permet de valoriser l'assiette taxable aux droits de donation en fonction de l'âge de l'usufruitier. C'est-à-dire que plus l'usufruitier donne tôt, plus l'assiette de la nue propriété qui sera taxable sera intéressante. Par ailleurs, les donations, quand elles sont réalisées tôt, elles permettent de multiplier les chances de bénéficier de l'abattement de 100 000 € applicable entre parents et enfants, puisqu'ils se reconstituent tous les 15 ans. Donc là, ils ont 65 ans, ils donnent une première fois, donc les enfants bénéficient de l'abattement de 100 000 €. Peut-être que d'ici leur décès, l'abattement se sera reconstitué. Donc c'est vraiment intéressant. Ici, dans les calculs successoraux qu'on a fait, on n'a pas pris l'hypothèse où les parents décéderont dans 15 ans. Donc on n'a pas vraiment matérialisé l'impact de la reconstitution de l'abattement. Par contre, la donation en démembrement de propriété et donc la valorisation en nue propriété du bien, ça, on verra qu'il y a un impact là-dessus. Ici, on s'arrêtera donc à ces deux préconisations, c'est-à-dire changer les clauses bénéficiaires et donner en nue propriété. On aurait pu aller plus loin, mais l'idée, c'était que vous identifiez déjà l'impact de ces deux pistes de réflexion, qui restent quand même des grands leviers sur les droits de succession que l'on peut assez souvent mettre en place. Alors, évidemment, quand même, chaque situation est différente, et chiffrer les droits de succession, ça reste une étape essentiel pour être sûr d'avoir le bon conseil. Parce que c'est pas à tous les coups non plus la recette idéale. Donc il faut vraiment chiffrer, c'est vraiment important d'avoir une idée des droits avant, après pour être sûr d'avoir un impact vraiment intéressant pour les clients. Donc en tant que synthèse maintenant, on va voir l'impact donc, de ces deux préconisations, donc la donation et les clauses bénéficiaires sur les droits de succession. Donc déjà pour rappel, si Sophie optait pour 100% en usufruit, avant préconisation, donc en l'état actuel, la fiscalité totale des droits de succession, elle s'élevait à 104 365 €. Après préconisation, la fiscalité totale cumulée sur les deux décès des parents, eh bien, elle chute à 52 366 €. Ça nous fait quand même une économie de 51 999 € de droits de succession. C'est quasi 50% des droits de succession qui ne sont plus dus, enfin qui ont été en tout cas optimisés. Si Sophie maintenant optait pour un quart en pleine propriété de l'actif successoral de son époux, eh bien la fiscalité totale sur les deux décès, elle s'élevait à 165 665 €. Et donc post-préconisation, la fiscalité totale, elle sera de 102 257 €. C'est-à-dire qu'ici, on a une économie totale sur les droits de succession à hauteur de 63 408 €. Ça représente quasiment 40% d'économie de droits de succession. On voit bien ici donc que l'assurance vie et le démembrement sur de l'immobilier sont des leviers forts pour optimiser la transmission de patrimoine. Évidemment, je le répète, tout cela doit toujours être mis en perspective avec d'autres objectifs qui primeraient peut-être sur la fiscalité, tels que, un des plus classiques, la protection du conjoint. Et notamment, transmettre l'assurance vie aux enfants, ça signifie quand même ne pas attribuer ses liquidités à son conjoint. Donc s'il en a besoin, c'est quand même embêtant de conseiller ça à un client, alors que son conjoint a vraiment besoin de liquidités. Voilà pour ce qui est donc de ce bilan successoral. J'espère que ça vous aura permis d'y avoir plus clair et que ça aura mis aussi en lumière un des cas pour lesquels l'anticipation de la transmission d'un patrimoine, ça peut avoir du sens.